La porte ne s'ouvre qu'à ceux qui y projetteraient leur conscience en état de dissociation contrôlée. Il existe un rêve dont des milliers de personnes à travers le monde témoignent, souvent sans le savoir, sans lien entre elles, ni explication rationnelle, un rêve où elles se trouvent face à une porte rouge. Ce rêve survient souvent sans déclencheur spécifique. Le rêveur est transporté dans un lieu vague, un couloir sans fin, un champ silencieux sous un ciel violet, un appartement qu'il ne reconnaît pas mais qui semble familier. Toujours, la scène est baignée d'un calme pesant, presque surnaturel. Et au bout de cet espace se tient une porte rouge. Elle n'est jamais la même dans ses détails, parfois en bois ancien, parfois lisse et moderne, parfois métallique et rouillée, mais elle est toujours rouge, d'un rouge profond, presque liquide, comme du sang séché ou du vin noir. Elle ne porte pas de poignée, ou alors une poignée en laiton terni. Il n'y a jamais de sonnette. Mais on sent qu'il y a quelque chose derrière. Ce rêve laisse une impression étrange, ni cauchemar, ni rêve ordinaire. Les couleurs sont souvent désaturées autour de la porte, comme si elle absorbait toute l'attention, toute la lumière. Beaucoup disent ressentir une terreur sans nom, mais aussi une curiosité irrésistible. Certains racontent avoir entendu une voix leur dire de ne pas ouvrir. D'autres affirment que c'est eux-mêmes, ou un double d'eux-mêmes, qui les appellent depuis l'autre côté. Ce qui est troublant, c'est que les personnes qui ouvrent la porte dans leurs rêves ne s'en souviennent jamais clairement. Ils se réveillent en sursaut, la gorge sèche, le cœur battant. Des fragments leur reviennent, un couloir en spirale, un escalier sans fin, des visages sans yeux, un bruit de cloche inversée. Il n'est pas rare qu'ils se réveillent avec des traces physiques, griffures, bleues, ou même une sensation de brûlure à la paume, comme s'ils avaient tendu la main vers un métal trop chaud. Des psychologues du rêve, notamment Carl Jung dans ses écrits inédits, auraient abordé le symbole de la porte rouge comme un archétype de seuil interdit, représentant l'accès à l'inconscient profond, non filtré, ou même à une mémoire collective. Certains rêvologues contemporains vont plus loin, affirmant que la porte rouge pourrait être un nœud onirique universel, un point de convergence dans l'espace des rêves, connecté entre les esprits humains. Des médiums et rêveurs lucides affirment que ce lieu n'est pas un simple produit du subconscient, mais un espace réel sur un autre plan, une salle d'attente pour ceux qui approchent le seuil d'une révélation, ou d'une descente dans ce que certains appellent le fond mental. On dit que la porte rouge ne se montre qu'à ceux qui portent une question sans réponse, un vide intérieur que le rêve tente de combler, ou d'ouvrir. Des forums en ligne rassemblent depuis quelques années des dizaines de témoignages similaires. Une femme au Canada rêva de la porte, et dit y avoir vu son enfant à naître, avant de savoir qu'elle était enceinte. Un soldat en Allemagne affirma y avoir entendu la voix d'un camarade tombé au combat. Un enfant de 9 ans en Indonésie dessina la porte rouge avant même de savoir lire ou écrire. Plus sinistre encore, certaines personnes affirment voir la porte rouge en état d'éveil, juste au moment de sombrer dans le sommeil, ou brièvement dans un miroir. Personne ne sait exactement ce qu'il y a derrière. Mais ceux qui la rêvent reviennent toujours différents. Perché sur une colline isolée du Massachusetts, l'ancien Danvers State Hospital, autrefois un établissement psychiatrique, repose aujourd'hui en ruine, partiellement réhabilité en résidence de luxe, mais pas totalement. Une aile entière demeure fermée, murée, laissée à l'abandon, celle où se trouve la fameuse porte 33. Ce bâtiment gothique, construit en 1878, fut l'un des plus sinistres asiles d'Amérique. Connu pour ses pratiques de traitement brutal, électrochoc, hydrothérapie glaciale et lobotomie, il fut également le théâtre de disparitions inexpliquées de patients et de membres du personnel. Mais c'est la chambre 33, située au bout du couloir nord de l'aile, qui a cristallisé les plus sombres rumeurs. La porte 33 était celle d'une petite pièce, officiellement utilisée comme salle d'isolement. Mais selon les anciens employés, elle avait quelque chose de différent. Elle ne semblait jamais rester fermée. Même verrouillée à triple tour, elle se retrouvait ouverte au matin. Plusieurs infirmiers refusaient catégoriquement de passer la nuit à proximité. Les patients hurlaient lorsqu'on les approchait de cette pièce. Certains prétendaient entendre une voix derrière la porte, une voix pleine de douceur,
qui les appelait par leur prénom, leur promettait la liberté. Une rumeur persistante racontait que dans les années 1940, une fillette nommée Evelyn Marrow, internée pour des accès violents de schizophrénie, avait été enfermée dans la chambre 33 après avoir griffé une infirmière jusqu'au sang. Le lendemain, elle avait disparu sans laisser de traces. La pièce était vide, verrouillée de l'extérieur. Seul restait, sur le mur du fond, une inscription tracée à l'ongle. « Je suis rentré chez moi. Il m'attendait derrière la porte. » Après cet incident, la pièce fut condamnée à plusieurs reprises. Mais chaque fois qu'on murait la porte, elle finissait par apparaître ailleurs. Une poignée surgissait sur un autre mur. Les ouvriers devenaient fous. Certains tentaient de forcer la porte, d'autres s'arrachaient les yeux après avoir affirmé avoir vu ce qu'il y avait de l'autre côté. Finalement, en 1973, l'aile entière fut scellée. La direction justifia cette fermeture par des détériorations structurelles, bien que le reste de l'hôpital continuât de fonctionner pendant des décennies. Aujourd'hui encore, bien que des appartements de luxe occupent une partie du bâtiment rénové, la porte 33 demeure inaccessible, murée derrière des panneaux d'acier. Des locataires affirment pourtant entendre, la nuit, des coups réguliers, comme si quelqu'un tambourinait de l'autre côté. Parfois, les ascenseurs s'arrêtent inexplicablement à un étage qui n'existe plus. Des courants d'air glaciaux s'engouffrent dans les couloirs rénovés, venus d'un mur sans fenêtre. Un enquêteur paranormal célèbre, ayant tenté de s'approcher de la porte en 2012, affirma avoir été submergé par une présence féminine et avoir vu, l'espace d'une seconde, une fillette en chemise d'hôpital, debout dans le couloir, lui faisant signe d'approcher. Sa caméra s'est arrêtée brusquement de fonctionner, et il a quitté l'endroit en larmes, sans jamais publier le reste de ses enregistrements. Certains croient que la porte 33 est un point d'entrée vers un plan d'existence parallèle, un espace mental figé dans le temps, un lieu où les pensées les plus torturées prennent forme. D'autres pensent qu'elle est simplement un reliquat maudit d'un lieu saturé de souffrance. Mais tous s'accordent sur une chose, il ne faut jamais ouvrir la porte 33. Car si elle s'ouvre, il est possible que ce qui est derrière cherche à sortir. Parmi les théories les plus controversées et fascinantes de l'occultisme moderne figure celle de la Terre creuse, un mythe selon lequel un monde souterrain, vaste, lumineux, peuplé de civilisations avancées, existerait sous la croûte terrestre. Au centre de ce monde hypothétique se trouverait Agartha, un royaume légendaire mentionné dans divers textes ésotériques tibétains, indiens et occidentaux. Et l'un de ses supposés accès serait caché dans l'endroit le plus reculé et le plus interdit de la planète, l'Antarctique. La porte d'Agartha, selon cette tradition, se situerait sous une calotte glaciaire au pied de la chaîne transantarctique, dans une zone rendue inaccessible par des restrictions militaires et des conditions climatiques extrêmes. Elle serait dissimulée dans une formation rocheuse parfaitement circulaire, semblable à un cratère, qu'on ne trouve sur aucune carte satellite publique, bien que certains documents filtrés, flous et contestés, circulent sur des forums cryptiques depuis les années 1990. Cette porte serait, selon les témoignages les plus répandus, un gigantesque disque de métal poli, incrusté dans une paroi rocheuse et gravé de symboles géométriques inconnus. Certains chercheurs l'ont comparé aux motifs retrouvés à Puma Punku ou à Nazca, en Amérique du Sud. D'autres y voient des inscriptions ressemblant à une forme très ancienne de sanskrit ou de runes proto-nordiques. L'origine du mythe moderne remonte à l'expédition de l'amiral Richard Byrd, dans les années 1940. Officiellement, il menait une mission de reconnaissance. Officieusement, selon certains journaux attribués à Byrd, dont l'authenticité reste contestée, il aurait observé une ouverture dans la glace menant à un tunnel géant, depuis lequel émanait une lumière dorée et chaude, comme un soleil intérieur. Il aurait été escorté par des engins volants silencieux et conduit à une cité souterraine par des êtres humanoïdes qui lui auraient parlé d'un équilibre brisé à la surface. Depuis, plusieurs expéditions indépendantes vers l'Antarctique ont été interrompues mystérieusement. Certaines équipes rapportent des perturbations magnétiques intenses en approchant de certaines coordonnées. Des avions militaires en mission de survol scientifique ont été forcés de changer de trajectoire après avoir perdu tout contact radio, et certains appareils ont signalé des anomalies de pression atmosphérique inexpliquées, comme si l'espace lui-même se pliait autour d'un centre invisible.
Des documents non confirmés issus de projets militaires classifiés parleraient d'une structure métallique géante sous la glace, émettant des ondes à basse fréquence, détectables à des milliers de kilomètres. Une équipe germano-argentine, en 1954, aurait tenté d'accéder à une entrée signalée par des anciens explorateurs nazis, avant de disparaître complètement. Le seul signal retrouvé, une transmission hachée répétant une série de chiffres binaires, que certains ont traduits en une séquence d'instructions ou un avertissement. Aujourd'hui, les traités internationaux interdisent strictement toute exploration non autorisée dans plusieurs zones précises de l'Antarctique, officiellement pour des raisons de protection environnementale. Officieusement, ces secteurs seraient sous surveillance constante, protégés par des moyens technologiques avancés et régulièrement survolés sans explication par des drones militaires. Les théoriciens d'Agartha affirment que la porte ne s'ouvrira que lorsque le monde de la surface sera prêt à recevoir ses hôtes, ou lorsqu'un déséquilibre majeur l'obligera à s'ouvrir pour rétablir l'ordre. Au cœur du plus célèbre mausolée de l'Inde, le Taj Mahal, se cache une porte scellée depuis des siècles, enfouie sous le socle même du monument. Officiellement, cette porte donne sur une pièce de service abandonnée ou un couloir muré. Officieusement, elle est au centre de nombreuses théories et légendes. Les gardiens du site ne parlent jamais de cette porte. Un silence quasi sacré entoure son existence. Pourtant, selon des témoignages de travailleurs ayant participé à des rénovations dans les années 1930, un vent glacial soufflait de derrière la pierre, et un battement sourd, presque un tambour de chœur, résonnait faiblement à l'approche de la porte. Certains érudits affirment que le Taj Mahal, au-delà d'être un mausolée, aurait été bâti sur un ancien temple hindou dédié à Shiva, ou même sur un point de convergence énergétique. Des textes anciens, retrouvés dans les archives du royaume moghol, parlent d'une pièce du silence éternel, un lieu interdit aux vivants, où l'âme de Mumtaz, l'épouse de l'empereur Shah Jahan, serait maintenue dans un état de transition entre les mondes. Des enquêteurs spirituels modernes qui ont tenté de s'approcher de la porte affirment avoir été pris de vertiges, de cauchemars récurrents, et certains prétendent même avoir vu une femme en sari blanc traverser les murs intérieurs la nuit, flottant vers la direction du soubassement interdit. Le gouvernement indien refuse toute demande d'exploration ou d'ouverture de la pièce, invoquant des raisons architecturales et de préservation. Mais les plus superstitieux savent que ce n'est pas le marbre fragile qu'on cherche à protéger, c'est ce qu'il retient derrière cette porte. Dans les profondeurs brûlantes du désert d'Al-Nafu, au nord de l'Arabie Saoudite, se trouve une formation rocheuse connue localement sous le nom de Jabal al-Dura, une montagne sacrée ignorée des cartes officielles. À flanc de cette montagne, à peine visible derrière un rideau de pierres effondrées, repose une ancienne porte taillée dans la roche, haute de 3 mètres, gravée de symboles anciens. Les nomades du désert l'appellent Baba Samawa, la porte des 7 cieux. Selon la tradition soufie et certains récits ésotériques issus de branches minoritaires de l'islam mystique, cette porte serait un passage sacré vers les plans célestes supérieurs, correspondant aux 7 niveaux de conscience ou d'existence mentionnés dans des textes occultes. Chaque ciel serait habité par des entités de lumière, des gardiens, et des échos des âmes des prophètes. Mais cette porte n'est pas censée être utilisée par les vivants. Des manuscrits anciens du Xe siècle, retrouvés dans les ruines de Haran, décrivent un rituel interdit pratiqué par une secte disparue, les Ikhwan Alak, les frères de la vérité. Ils prétendaient que, par jeûne, prières répétitives, drogues hallucinogènes et chants codés, un initié pouvait franchir la porte et transcender son corps, entrant dans un état de communication directe avec les sphères célestes. Un seul récit existe d'un homme qui aurait tenté le passage, Saïd Abdul-Amin, un mystique du XIIIe siècle, dont le journal fut retrouvé miraculeusement conservé dans une grotte adjacente à la montagne. Il raconte que, après 49 jours de retraite solitaire, il se présenta devant la porte. Elle s'illumina d'une lueur dorée. Il entendit des voix qui n'étaient ni humaines ni démoniaques, mais quelque chose entre les deux. Son dernier passage écrit disait « Ils m'ont vu. Ils m'ont pesé. Je ne suis pas prêt. La 7e porte saigne la mémoire. Je reviens, mais je ne serai plus tout à fait d'ici. » Lorsqu'on retrouva son corps, il était vivant, mais plongé dans une transe catatonique.
Il resta ainsi pendant 13 ans, avant de mourir en silence. Ses derniers mots furent « Le ciel n'est pas bleu. Il est affamé ». Depuis, plusieurs chercheurs, archéologues et passionnés de mystique ont tenté de localiser la porte des 7 cieux. Aucun n'est revenu avec certitude. Certains affirment que les tempêtes de sable du désert la rendent invisible à ceux qui ne sont pas préparés. D'autres prétendent que la porte n'est visible qu'à certains moments cosmiques, alignements spécifiques d'étoiles et de planètes, quand les voiles entre les mondes sont les plus fins. Mais le plus étrange reste les témoignages modernes. En 1998, une expédition non autorisée menée par un groupe de chercheurs spirituels russes aurait découvert la structure. 2 membres de l'équipe auraient disparu sans laisser de traces. Une radio de secours aurait émis en boucle une phrase incompréhensible en ancien araméen, traduite par un linguiste comme « Celui qui ouvre la 7e n'a plus de nom ». Depuis, les autorités locales ont scellé l'accès à la zone, citant des dangers environnementaux. Mais les rumeurs persistent, certains voyageurs affirment avoir vu une lumière surnaturelle au sommet de la montagne, une forme et les semblants les observer à distance, et des chants sans source perceptible, portés par le vent brûlant. La question demeure, la porte des 7 cieux est-elle une allégorie spirituelle? Ou un véritable seuil entre notre monde et quelque chose de plus grand, de plus ancien, et peut-être de plus terrible? Le village de Stull, perdu dans les plaines du Kansas, semble banal à première vue, une église délabrée, un petit cimetière envahi par les herbes, une population de moins de 50 habitants. Mais pour les initiés, les curieux et les occultistes, Stull n'est rien de moins qu'un point d'ancrage entre le monde des vivants et celui des morts. C'est là, au sommet d'une colline isolée, qu'on trouve la porte de l'enfer, enfouie dans les ruines de l'ancienne église de Stull, une bâtisse méthodiste abandonnée depuis les années 1920. La porte n'est pas une structure conventionnelle, c'est une ouverture invisible, dissimulée sous une dalle de pierre fendue, située à l'arrière du cimetière. Une fissure noire, discrète, mais que certains affirment changer de forme selon les phases de la lune. Depuis plus d'un siècle, la légende veut que le diable lui-même visite Stull 2 fois par an, au printemps et à l'automne, durant les équinoxes, pour franchir la porte et inspecter le monde des hommes. Des témoins affirment avoir vu une silhouette encapuchonnée, souvent accompagnée de vent soudain et de silence absolu, se tenir près de la tombe sans nom située juste devant la dalle. Certains prétendent que cette tombe serait celle de l'enfant mi-homme, mi-démon, issu d'une femme morte mystérieusement en couche dans l'église dans les années 1850. Le terrain est chargé de phénomènes inexplicables, montres arrêtées, boussoles affolées, hallucinations auditives, cris, rires d'enfants, prières inversées. Un professeur de l'université du Kansas qui avait entrepris un projet de cartographie du cimetière s'est suicidé une semaine après avoir passé la nuit sur le site, laissant derrière lui un carnet couvert de gribouillis en latin, bien qu'il n'ait jamais étudié cette langue. En 1974, un groupe de jeunes gens tenta de soulever la dalle pour voir ce qu'il y avait en dessous. 3 d'entre eux furent retrouvés dans un état de choc profond, leurs yeux grands ouverts, incapables de parler. Le 4e disparut complètement. Son corps ne fut jamais retrouvé. Depuis, la ville a officiellement interdit l'accès au cimetière après le coucher du soleil, et les patrouilles de police sont fréquentes durant les équinoxes. Les habitants n'aiment pas en parler. Lorsque des journalistes ou des vidéastes de YouTube tentent de poser des questions, les locaux deviennent froids, certains agressifs. Un vieil homme du coin a simplement dit un jour « Ce n'est pas une légende. C'est une serrure. Et il vaut mieux ne pas chercher la clé. » Des prêtres exorcistes indépendants ont tenté de sanctifier le lieu, mais leurs efforts ont toujours échoué. Le sol refuse les croix plantées. Elles sont retrouvées tordues ou calcinées au petit matin. Plus récemment, des images satellites ont montré une anomalie thermique constante à l'endroit exact où se situe la dalle. Comme si, sous terre, une chaleur artificielle ou surnaturelle irradiait en permanence. Une hypothèse, partagée par certains occultistes, prétend que la porte de l'enfer de Stull n'est pas unique. Elle ferait partie d'un réseau de 7 portes dispersées dans le monde, toutes connectées à un lieu central au-dessous de tout, et que Stull serait l'un des rares sites encore actifs. Ce n'est peut-être qu'une légende rurale, alimentée par des superstitions et des coïncidences.
Ou peut-être que le sol de Stul est vraiment plus mince qu'ailleurs. À quelques kilomètres de la vallée du Nil, dans le désert d'Abydos, l'un des sites les plus sacrés de l'Égypte antique, repose un temple presque oublié du grand public, le temple d'Osiris, associé au dieu des morts, de la résurrection et du jugement de l'âme. C'est là, au fond d'un corridor noyé dans l'ombre, que se dresse une énigme figée dans la pierre, la porte d'Osiris. Il ne s'agit pas d'une porte au sens classique. Ce n'est pas une ouverture avec un battant ou une entrée physique. C'est un grand mur gravé, d'un noir lustré, taillé dans une pierre inconnue, qui ne correspond à aucun autre matériau trouvé dans la région. En son centre, une silhouette humanoïde stylisée, les bras levés en croix, encadrée de hiéroglyphes étrangement anachroniques, certains n'existent dans aucune autre inscription égyptienne connue. À ses pieds, une seule phrase traduite approximativement par les archéologues. Ce n'est pas une porte pour les pieds, mais pour l'âme. Depuis sa découverte dans les années 1920, la porte d'Osiris a été un mystère complet. Lorsqu'on tente de scanner la paroi avec radar ou sonar, les données deviennent inexploitables, comme si l'espace derrière la paroi n'existait pas, ou existait dans une dimension différente. Les prêtres égyptiens considéraient Abydos comme l'ombilic du monde spirituel, le point d'accès au royaume des morts. C'est là que, selon les textes funéraires, Osiris fut enseveli, et c'est là que chaque pharaon devait, symboliquement ou physiquement, effectuer un pèlerinage pour ouvrir son cœur au jugement éternel. Mais certains indices laissent penser que la porte d'Osiris n'était pas qu'un symbole. Selon les fragments d'un papyrus retrouvé dans une tombe voisine, il existerait 7 clés vibratoires, sous forme de son sacré, qui résonnaient avec la matière même du mur. Le texte affirme qu'un initié pur, en récitant la bonne séquence, pouvait désintégrer la barrière entre le monde physique et le Dua, le royaume des morts. Des ésotéristes modernes ont tenté d'expérimenter. En 1972, un musicologue suisse, inspiré par le travail de Schwaller de Lubiggs, joua des notes antiques dans la salle devant la porte. Il entra dans une transe immédiate, et à son réveil, il affirma avoir vu la barque de rat traverser un océan d'ombre, et des âmes enchaînées attendant un nom pour être libérées. Depuis cet événement, l'accès à cette section du temple a été restreint par les autorités égyptiennes, officiellement pour raisons de sécurité structurelle. Mais des rumeurs circulent parmi les guides locaux. Une équipe d'ingénieurs militaires aurait tenté de forer dans la pierre en 1996. Aucun son ne sortait du trou. Les câbles se coupaient. Les forêts s'émoussaient sans cause. Le projet fut abandonné. Ce que peu savent, c'est qu'en 2010, un chercheur en neuroacoustique venu en touriste a réussi à obtenir l'autorisation spéciale de passer 20 minutes seul devant la paroi. Il n'a jamais publié son rapport. Mais dans un courriel privé fuité, il écrivait « Ce mur, ce n'est pas une barrière. C'est une peau. Et j'ai senti quelque chose de l'autre côté, respirer. » Pour les anciens Égyptiens, mourir n'était pas une fin, mais un passage. Ils avaient des cartes, des codes, des protections. Aujourd'hui, nous avons oublié tout cela. Au cœur du temple de Padmanabhaswamy, dans l'état du Kerala, se trouve l'un des lieux les plus énigmatiques et secrets de l'Inde. Derrière ces murs se cache une série de chambres souterraines, scellées depuis des siècles. La plus célèbre d'entre elles est connue sous le nom de chambre B, et elle est gardée par une imposante porte en métal massif, décorée d'icônes de serpents cobras entrelacés. Mais une porte encore plus ancienne, située derrière cette chambre scellée, est désignée dans certaines traditions orales comme la porte de Vetakorumakan, un dieu guerrier, fils de Shiva, dont la puissance, selon la légende, ne doit jamais être invoquée sans sacrifice. Cette porte n'apparaît dans aucun plan officiel du temple. Elle n'est mentionnée que dans des manuscrits palm leaf conservés dans des archives religieuses, rarement consultées. Il s'agirait d'un seuil menant à une salle sacrée où reposerait un artefact mythique, un lingam noir que Shiva aurait façonné pour y enfermer une partie de la rage divine incarnée par son propre fils, Vetakorumakan. Les récits locaux affirment que la porte est piégée non par des mécanismes physiques, mais par des mantras destructeurs et une énergie spirituelle instable. Elle est entourée de 3 niveaux de protection rituelle, un champ vibratoire de son sacré, une enceinte magique tissée dans les murs,
et une malédiction qui frapperait quiconque tenterait de l'ouvrir par force. Des tentatives modernes d'ouverture ont eu lieu. En 2011, après qu'un trésor inestimable ait été découvert dans les autres chambres du temple, une équipe de juristes, historiens et ingénieurs demanda l'accès à cette porte pour des raisons archéologiques. Les prêtres refusèrent catégoriquement. Des négociations furent engagées, mais peu après, 2 membres du comité tombèrent gravement malades sans cause médicale claire. Un 3e mourut dans un accident rare et violent. L'accès fut alors interdit sans appel. Les plus anciens gardiens du temple affirment que ce qui est enfermé derrière cette porte n'est pas un trésor matériel, mais une forme de conscience ancienne. Une énergie enchaînée depuis des millénaires, trop puissante, trop pure, pour le monde des hommes. Certains chercheurs affirment que les chants védiques entendus dans certaines parties du temple semblent se réverbérer étrangement près de la porte, comme si les sons étaient absorbés et renvoyés par une entité à l'intérieur. Des appareils de mesure ont noté des champs électromagnétiques anormaux, des pics de température et des interférences radio. L'extrémité sud du temple, là où se trouve la porte de Vetakorumakan, est gardée jour et nuit. Pas par des militaires, par des prêtres, formés à réciter continuellement des mantras de protection. Aucun touriste n'y est autorisé. Même les photos du couloir menant à la porte sont interdites. Aujourd'hui encore, la porte reste scellée, non par serrure ou par métal, mais par l'interdit sacré d'un équilibre précaire entre le monde des dieux et celui des hommes. Ouvrir cette porte, selon les traditions, reviendrait à briser le pacte ancien qui sépare la lumière divine de l'instinct destructeur. Et personne ne veut savoir ce qu'il adviendrait si ce pacte était rompu. Sous les rues calmes et modernes de Stockholm se trouve un réseau complexe de tunnels, stations et lignes souterraines qui forment l'un des métros les plus artistiques au monde. Mais au-delà des fresques murales et des stations lumineuses, il existe une histoire que peu de Suédois osent évoquer à voix haute, celle de la porte 8. Cette porte est dissimulée quelque part dans les profondeurs de la station Kimlinge, une station jamais ouverte au public, à moitié construite puis abandonnée dans les années 1970. Officiellement, Kimlinge était censé desservir une zone de bureaux qui ne vit jamais le jour. Officieusement, la station est considérée comme hantée et figure au cœur de nombreuses légendes urbaines. La porte 8 ne figure sur aucun plan officiel. Elle se trouve dans un couloir interdit d'accès, scellé par une grille rouillée, sans numéro, sans panneau. Mais des employés du métro, conducteurs de train ou techniciens d'entretien, disent l'avoir vue. Une porte métallique, très ancienne, d'un verre pâle délavé, portant simplement un chiffre, 8, elle ne mène à aucune salle technique, ni à un couloir de service. Derrière elle, selon les rares témoignages, s'étendrait un escalier qui descend sans fin, englouti par une obscurité totale. La légende veut que cette porte soit un point d'accès à Silverpilan, un train fantôme qui entrait le métro de Stockholm. Ce vieux train argenté, sans passagers, serait aperçu par certains voyageurs tard dans la nuit. On dit qu'il s'arrête parfois à Kimlinge, et que ceux qui montent à bord ne reviennent jamais. On prétend que la porte 8 serait l'endroit où Silverpilan se nourrit, un sas dimensionnel où le réel et l'irréel se rejoignent brièvement. Des enregistrements sonores captés dans le secteur désaffecté de la station comportent des sons inexplicables, des sifflements, des grincements métalliques, et parfois, une voix humaine, très basse, répétant des mots dans une langue inconnue. Des ingénieurs ont tenté d'installer des caméras près du couloir. Les images enregistrées sont souvent floues, corrompues ou noircies, comme si quelque chose refusait d'être filmé. En 2003, un jeune étudiant passionné d'urbex, exploration urbaine, réussit à pénétrer dans les tunnels interdits et publia une série de photos floues prises près de ce qu'il pensait être la porte 8. Il prétendait avoir entendu des bruits de pas juste derrière la porte, bien qu'il soit seul. Son blog fut supprimé une semaine plus tard, et personne ne réussit à le recontacter. Il n'a plus donné de nouvelles. Depuis, la rumeur enfle. Certains affirment que la porte 8 n'est pas une porte physique, mais une sorte de faille mentale, un point d'ancrage où le subconscient collectif des peurs urbaines a pris forme. D'autres pensent qu'elle marque l'un des rares endroits où la réalité urbaine se plie à quelque chose de plus ancien, de plus froid, une présence qui se déplace lentement sous la ville. Aujourd'hui,
Le couloir menant à la porte 8 est scellé, et une caméra de sécurité y est braquée en permanence. Mais à certaines heures, disent les employés les plus anciens, le voyant rouge de la caméra clignote, signe qu'elle enregistre un mouvement. Personne ne vient vérifier les bandes. Le Kremlin de Moscou, symbole du pouvoir russe depuis des siècles, abrite bien plus que des salles de réunion, des bureaux gouvernementaux et des reliques historiques. Derrière ces murs de briques rouges s'étend un vaste réseau de couloirs, de sous-sols, de tunnels secrets et de pièces interdites au public. Parmi elles, la chambre 87 occupe une place à part, enveloppée de silence et d'inquiétude, même parmi les plus hauts gradés. Située dans une aile souterraine du Grand Palais du Kremlin, la chambre 87 n'apparaît sur aucun plan officiel moderne. Son existence est connue uniquement de certaines personnes du FSB et d'une poignée d'archivistes spécialisés. Elle aurait été aménagée au cours des années 1930, durant le règne de Staline, mais des documents récemment exhumés dans les archives secrètes font remonter son origine à bien plus tôt, à l'époque de Pierre le Grand, voire même au XVe siècle, peu après l'établissement du Kremlin en tant que forteresse centrale de la Moscovie. L'entrée de la chambre est dissimulée derrière une porte blindée anonyme, peinte en gris, dans un couloir rarement emprunté. Aucun marquage, aucun numéro, seulement un scanner biométrique sans identification visible. Selon certaines rumeurs internes, la porte ne s'ouvre qu'aux personnes portant une séquence génétique particulière, inscrite dans les lignées aristocratiques ou cléricales anciennes. Mais ce n'est pas tant la porte que ce qu'elle renferme qui intrigue. Des témoins non officiels, principalement d'anciens agents ou techniciens ayant travaillé brièvement sur la maintenance des couloirs souterrains, affirment que la chambre 87 contient un objet ancien scellé dans une cage de verre, dont l'origine ne peut être expliquée. Certains disent qu'il s'agit d'un artefact venu de Sibérie, découvert dans une grotte inexplorée de l'Altaï au début du XXe siècle. D'autres pensent que c'est un fragment d'une pierre tombée du ciel, entouré de caractères inconnus et capable d'influencer la psyché humaine. Il a été dit que ceux qui restent trop longtemps dans la pièce entendent des chuchotements dans leur langue maternelle, parfois dans des voix familières, parfois dans des voix qu'ils disent reconnaître, mais ne pas pouvoir identifier. Des expériences menées dans les années 1950 auraient montré que la pièce provoque chez certains sujets des visions récurrentes, des scènes de guerre passées ou futures, souvent liées à des événements historiques russes qui ne se sont pas encore produits. Il existerait un rapport classé top secret détaillant une expérience de 1962, un général soviétique aurait passé 6 heures dans la chambre, en isolation complète. À sa sortie, il avait oublié son identité, parlait en grec ancien, et dessiné en boucle une carte du monde avec un continent inconnu entre l'Antarctique et l'Amérique du Sud. Depuis cet événement, toute entrée est interdite, sauf autorisation spéciale du président en exercice. Le personnel de sécurité chargé de patrouiller dans les étages inférieurs reçoit l'ordre strict de ne jamais s'arrêter devant la porte, même en cas de problème technique. Des capteurs surveillent les niveaux de rayonnement, la température et les anomalies sonores autour de la pièce, qui varient de façon imprévisible depuis des décennies. Plus étrange encore, depuis 2014, la chambre aurait commencé à émettre une vibration basse fréquence, à des intervalles irréguliers. Aucune source mécanique n'a été trouvée. Des experts en physique et en géologie appelés discrètement n'ont pas pu en déterminer l'origine. La théorie la plus persistante dans les cercles ésotériques russes est que la chambre 87 ne serait pas une pièce de stockage, mais un point de confinement. Un lieu où quelque chose est enfermé, pas un objet, mais une conscience, ou une force inconnue, relique d'un passé antédiluvien ou d'un futur qui n'a pas encore eu lieu. Elle ne s'est jamais ouverte d'elle-même. Mais certains affirment que les battements de la fréquence ont changé depuis peu, comme un signal de réveil. Perdu dans les forêts épaisses de Bohême, au nord de Prague, le château de Houska se dresse comme une anomalie historique. Construit au XIIIe siècle par le roi Ottokar II de Bohême, ce château n'a rien d'un bastion militaire classique, il ne protège aucune route, n'est entouré d'aucun village, et son orientation défie toutes les logiques défensives. Ce n'est pas un lieu de surveillance, mais un lieu de confinement. Au centre du château, sous la chapelle gothique, se trouve ce que les moines appelaient le trou vers l'enfer. Une faille profonde dans le sol, semblant sans fond,
que les constructeurs ont tenté de recouvrir de dalles et de pierres bénites. La chapelle fut bâtie précisément au-dessus de cette ouverture, pour la sceller. C'est là que se trouvait la porte murée, aujourd'hui dissimulée derrière une paroi de pierre consolidée. Cette porte, selon des récits médiévaux, n'était pas censée s'ouvrir de l'extérieur, mais de l'intérieur. Des témoignages d'époque racontent que des formes humanoïdes à moitié ailées, des silhouettes difformes, et des créatures semblables à des chauves-souris géantes auraient été aperçues surgissant du gouffre avant la construction du château. Les prisonniers condamnés à mort étaient parfois descendus, suspendus dans la faille par des cordes, dans l'espoir d'explorer ce qui s'y trouvait. Le premier à tenter l'expérience aurait perdu la raison en moins de 3 minutes, hurlant que des choses sans peau se cachaient dans les murs. Il mourut peu après, le corps vieilli de plusieurs années. Durant l'occupation nazie, des membres de la SS investirent Ruska et installèrent un laboratoire secret dans les caves. On pense qu'ils tentaient de percer la paroi qui scelle l'ancienne porte, convaincus qu'elle était un point d'accès vers un autre monde ou une source d'énergie surnaturelle. Des témoins affirment avoir entendu des chants gutturaux, des cris non humains, et vu des lumières vertes sourdre du sol. Après la guerre, l'entrée vers la chambre fut de nouveau murée, cette fois avec du béton armé, recouvert de faux murs pour dissimuler son existence. Le château fut brièvement transformé en résidence privée avant de devenir un site touristique. Pourtant, la pièce sous la chapelle reste interdite d'accès aux visiteurs. Certains guides prétendent que la température y chute brusquement, même en plein été, et que des enregistrements audio captent des sons non détectés par l'oreille humaine, des coups, des chuchotements, des gémissements profonds. À plusieurs reprises, des touristes ont affirmé avoir vu une silhouette sombre sans visage, debout devant la paroi murée, puis disparaître sans bruit. Les experts en architecture médiévale restent perplexes, les fondations du château sont inversées, comme si l'on avait construit la bâtisse de haut en bas, pour recouvrir quelque chose plutôt que protéger ce qui était dedans. Aujourd'hui encore, la porte reste invisible aux yeux du public. Mais les curieux qui osent passer une nuit à Ruska parlent d'un sommeil agité, de rêves étranges et d'une sensation oppressante, comme si quelque chose attendait derrière le mur. Quelque chose de très ancien. Et de très patient. Au cœur d'Édimbourg, non loin des rues touristiques animées, s'étend le cimetière de Grefriar Kirkjar, un lieu aussi beau qu'inquiétant. Vieilles tombes moussues, statues d'anges érodés, et récits de hantises font de ce cimetière l'un des plus célèbres d'Europe. Mais ce que peu de visiteurs savent, c'est qu'il contient un point d'entrée invisible, connu des locaux sous le nom de porte fantôme. Cette porte n'est pas marquée, ni sculptée dans la pierre. Elle n'a pas de gonds, de poignées, ni même de cadre apparent. C'est un espace intangible, situé entre deux mausolées abandonnés, au nord-ouest du cimetière. Selon les témoignages, lorsqu'on passe à un certain endroit, surtout la nuit ou par temps brumeux, on ressent un changement soudain de pression, un frisson montant dans le dos, et parfois une désorientation temporelle passagère. Des histoires circulent depuis le XVIIe siècle à propos de cette zone. Après les guerres des Covenantés, un groupe de presbytériens écossais persécutés par la couronne, des centaines de prisonniers furent enfermés dans le Covenanté Prison, un enclos adjacent au cimetière, exposés au froid, à la faim et à la maladie. Beaucoup y moururent. On raconte que leurs esprits n'ont jamais quitté les lieux. Mais l'anomalie de la porte fantôme dépasse la simple hantise. Certains affirment qu'il s'agit d'un portail vers un espace liminal, un lieu hors du temps et de l'espace, peuplé de figures spectrales figées dans une boucle éternelle. Des personnes ayant franchi la zone, souvent sans s'en rendre compte, rapportent des sensations étranges, des souvenirs qui ne leur appartiennent pas, des noms inconnus murmurés à l'oreille, ou des visions brèves d'une Édimbourg ancienne et silencieuse, baignée d'une lumière irréelle. En 1999, un médium britannique, invité à visiter le site par une équipe de télévision, refusa de franchir cette portion du cimetière après avoir vu une arche d'ombre s'ouvrir brièvement entre les tombes. Il déclara qu'une entité y résidait, qu'il décrivit non comme un esprit humain, mais comme un gardien, une force attachée au seuil, veillant à ce que personne ne revienne du côté opposé. Depuis, l'endroit est sujet à de nombreux incidents, visiteurs évanouis, marques de griffures sans origine apparente, perte de mémoire temporaire.
Le phénomène est si fréquent que certaines visites guidées évitent soigneusement cette partie du cimetière, malgré sa valeur historique. Des recherches universitaires ont tenté de rationaliser l'effet, on évoque des champs électromagnétiques émanant des pierres, ou des effets psychologiques dus à l'ambiance. Mais ces explications ne tiennent pas compte des témoignages cohérents sur plusieurs siècles, ni du fait que les animaux refusent de s'approcher de la zone. Chiens, en particulier, deviennent anxieux ou agressifs lorsqu'on les y conduit. La porte fantôme reste donc un mystère. Aucun mécanisme, aucun rituel connu ne permet de l'activer volontairement. Mais ceux qui l'ont franchi par hasard, disent ne plus jamais percevoir le monde tout à fait comme avant. L'aéroport international de Denver, dans le Colorado, est un lieu moderne, immense, orné d'œuvres d'art étranges et d'installations qui ont depuis longtemps alimenté rumeurs et théories du complot. Mais derrière les fresques dystopiques, les statues de chevaux démoniaques et les sous-sols labyrinthiques, une histoire plus obscure circule parmi les membres du personnel de nuit, celle de la porte 13. Officiellement, la porte 13 n'existe pas. Le système de numérotation de l'aéroport passe volontairement de la 12 à la 14, comme dans certains hôtels qui évitent le chiffre jugé malchanceux. Mais plusieurs techniciens, contrôleurs aériens et agents de maintenance affirment qu'il existe un terminal secondaire, inaccessible au public, surnommé la zone fantôme, où se trouverait une passerelle d'embarquement verrouillée, sans destination assignée, marquée par un 13 effacé. Cette porte serait située dans un couloir souterrain, au-delà des niveaux destinés au transport de bagages. L'accès y est restreint, même pour le personnel de sécurité. Une lourde porte grise y mène, équipée d'un lecteur de badge et d'un scanner biométrique. Mais personne ne sait réellement qui en détient l'autorisation. Certains employés disent avoir entendu des bruits de moteurs de réacteurs provenant de derrière cette porte, alors qu'aucun avion n'était stationné dans cette zone. D'autres affirment avoir vu un avion stationné à la porte 13 pendant quelques secondes, un appareil ancien, peint en noir mat, sans marquage. Lorsqu'on tente de le photographier, les caméras ne fonctionnent plus. Ce phénomène est généralement balayé comme une illusion collective ou une coïncidence technique. Pourtant, les légendes se multiplient. Une théorie évoque que l'aéroport de Denver serait le centre d'un réseau souterrain mondial, relié à des bunkers gouvernementaux, à des projets secrets, et même à des entités non humaines. La porte 13 serait l'un des accès directs à ces niveaux interdits, voire à un espace-temps différent, où sont testées des technologies de téléportation ou de manipulation de la réalité. En 2007, un homme travaillant pour une entreprise de câblage interne aurait tenté de pénétrer dans la zone pour des travaux de maintenance. Il ne reparut pas à la fin de son service. Son badge fut désactivé sans explication, son nom rayé du registre du personnel. Une semaine plus tard, un autre technicien trouva son casque dans un conduit de ventilation, à un étage verrouillé. Depuis, des caméras de sécurité ont été installées à l'approche de cette section, mais les enregistrements montrent souvent des zones de flou ou de vide, comme si quelque chose déformait la perception de l'espace. Les conspirationnistes les plus extrêmes affirment que la porte 13 ne donne pas sur un avion, mais sur un programme, une salle, ou peut-être un ascenseur, menant à un niveau où le gouvernement mène des expériences inavouables, voire où des entités non humaines auraient une présence permanente. Aujourd'hui, l'aéroport joue avec ces rumeurs dans une stratégie de communication ironique, affiches humoristiques, blagues sur les Illuminati. Mais ceux qui y travaillent depuis longtemps ne rient jamais quand on mentionne la porte 13. Ils baissent les yeux et changent de sujet. À la base du mont Fuji, la forêt d'Aokigahara, aussi appelée Jukai, la mer d'arbres, s'étend sur plus de 30 km² de silence, d'ombre et de racines tortueuses. C'est un lieu aussi magnifiquement paisible que sinistrement célèbre, connu pour être l'un des endroits les plus tragiques au monde. Mais au-delà de sa réputation de « forêt des suicides », Aokigahara dissimule une rumeur plus ancienne, plus mystérieuse, celle de la Porte Rouge. Ce n'est pas un portail majestueux ni un sanctuaire typique Shinto. La Porte Rouge est un simple torii, un portail traditionnel japonais, en bois, partiellement effondré, recouvert de mousse et à moitié avalé par les broussailles. Elle n'apparaît sur aucune carte, et change d'emplacement selon les témoins.
Les rares randonneurs qui la croisent décrivent un phénomène troublant: après l'avoir franchie, la forêt semble changer. Des arbres prennent une forme différente. Des sons s'étouffent. L'air devient plus dense. La lumière, même en pleine journée, semble venir de toutes les directions et de nulle part à la fois. Pire encore, ceux qui l'ont vue affirment ne plus retrouver leur chemin, même avec boussole ou GPS. C'est comme si la porte rouge ouvrait non pas vers une zone géographique, mais vers un espace psychique altéré. Les récits les plus anciens remontent à l'époque Edo. Des poètes itinérants écrivaient sur un portail rouge sang où les voix des morts chantaient comme les feuilles. Des légendes locales affirment que la porte aurait été construite pour sceller une entité, un kami déchu, un esprit vengeur ou un hirei trop puissant pour être apaisé. Mais le bois étant rongé, fissuré, incliné, il ne protégerait plus rien. Dans les années 1970, un groupe de documentaristes japonais aurait tenté de localiser la porte rouge. Leurs images ont été perdues, mais une bande audio fut récupérée. Pendant plusieurs minutes, on entend les membres de l'équipe plaisanter, marcher, puis un silence total. Ensuite, des murmures. Une voix féminine, comme en arrière-plan, récite lentement un poème. Aucun des mots ne correspond à une langue identifiable. Sur les forums japonais spécialisés dans l'occultisme, plusieurs utilisateurs affirment avoir franchi la porte rouge. Certains rapportent des visions de proches décédés, d'autres disent avoir vu leur double errer entre les arbres. Une personne affirma s'être vue pendue, depuis l'extérieur de son propre corps. L'un des éléments les plus troublants est que plusieurs disparitions recensées dans la forêt, notamment celles où les corps n'ont jamais été retrouvés, ont eu lieu dans des zones où, selon les témoins, la porte rouge avait été aperçue peu de temps auparavant. La police japonaise, bien qu'active dans la forêt, ne commente jamais ces témoignages. Certains randonneurs affirment que des membres des équipes de recherche refusent d'explorer certaines zones, prétendant que le GPS devient fou ou que le vent y murmure trop fort. Aujourd'hui encore, la porte rouge reste introuvable pour la plupart. Elle ne se montre qu'à ceux qu'elle choisit, dit-on. Mais ceux qui la franchissent ne ressortent jamais tout à fait les mêmes. Certains ne ressortent pas du tout. Nichée dans le cœur tropical de Porto Rico, la forêt d'El Yunque est un lieu de mystère, de beauté sauvage et de légendes anciennes. Connue pour sa biodiversité et ses cascades spectaculaires, elle est aussi considérée depuis des siècles comme un territoire sacré par les Taínos, les peuples autochtones de l'île. Parmi les nombreux récits spirituels transmis oralement, aucun n'est plus effrayant que celui de la porte du diable. Elle se trouverait profondément enfouie dans la jungle, au croisement de 3 anciennes pistes taïno aujourd'hui effacées par la végétation. C'est un cercle de pierre noircie disposé en demi-lune, en partie masqué par les racines et la mousse, formant une arche naturelle creusée dans la roche, assez basse pour que seul un adulte accroupi puisse y passer. Elle semble banale au premier regard, mais les anciens la désignent comme un passage interdit, un seuil entre le monde des vivants et celui des spiritus oscuros, les esprits sombres. Selon les traditions locales, la porte ne s'ouvre que certaines nuits, lorsque les étoiles forment une configuration spécifique dans le ciel, notamment durant les nuits sans lune où l'humidité enveloppe les arbres d'un brouillard épais. Ceux qui approchent de la zone pendant ces moments rapportent un silence surnaturel, aucun insecte, aucun oiseau, aucune grenouille, pourtant omniprésent ailleurs dans la forêt. Des chamans locaux disent que la porte aurait été scellée par les anciens après que quelque chose ait été appelé par erreur lors d'un ancien rituel. Les esprits invoqués n'étaient pas des ancêtres, mais des entités plus anciennes, prédatrices, venues d'un plan spirituel inconnu. Des prêtres taïnos auraient sacrifié plusieurs de leurs propres membres pour refermer le seuil, au prix de leur âme. Malgré sa dangerosité supposée, la légende attire les téméraires. Certains chercheurs de phénomènes paranormaux, inspirés par les histoires de disparitions inexpliquées dans la forêt, ont tenté de localiser le site exact. Un homme, en 2005, affirma l'avoir trouvé, et entra dans l'arche au moment où le vent s'est arrêté. Il disparut pendant 72 heures. Lorsqu'il fut retrouvé par des rangers, il était en état de choc avancé, le corps recouvert de griffures et de brûlures. Il parlait un mélange confus d'espagnol, de langue inconnue, et d'expressions taïnos archaïques qu'il n'aurait jamais pu connaître.
Il ne se remit jamais totalement. Les autorités du parc d'Elienc refusent catégoriquement l'accès à certaines zones profondes, invoquant la protection de la faune. Mais les guides officieux, les chasseurs de légendes et les communautés locales savent que c'est autre chose qu'on tente de protéger ou de contenir. Des témoignages contemporains évoquent encore aujourd'hui des hurlements étouffés au cœur de la nuit, des silhouettes noires aux yeux jaunes surgissant entre les troncs, ou encore des voyageurs affirmant avoir marché en boucle pendant des heures, sans retrouver leur chemin, jusqu'à ce qu'une voix venue de nulle part leur murmure « il ne fallait pas passer ». La porte du diable ne se montre qu'aux curieux. Mais elle ne pardonne qu'aux croyants. Apparu pour la première fois sur des forums sud-coréens en ligne au début des années 2010, le jeu de l'ascenseur est rapidement devenu une légende urbaine populaire, puis une obsession dans les cercles occultes. Il s'agirait d'un rituel moderne, utilisant un ascenseur comme moyen d'atteindre un plan d'existence parallèle, connu uniquement sous le nom de le monde de l'autre côté. La clé de ce passage ? Une mystérieuse porte qui ne s'ouvre qu'au 14e étage. Le rituel doit être exécuté dans un immeuble comportant au moins 10 étages et un ascenseur ancien. Le participant entre seul, appuie sur une séquence précise d'étages, une combinaison étrange, impliquant des allers-retours entre les niveaux, et, si le rituel est réussi, l'ascenseur se met à se déplacer de lui-même, ignorant les commandes. À ce moment, une jeune femme entre parfois au 5e étage. On ne doit jamais lui parler ni la regarder. Mais c'est ce qui vient après qui est le plus troublant. Lorsque l'ascenseur atteint le 14e étage, qu'aucun des boutons n'a pourtant demandé, les portes s'ouvrent sur un monde altéré, un couloir vide, baigné d'une lumière rougeâtre ou bleu pâle, sans bruit, sans courant d'air. Il ne correspond à aucun étage réel du bâtiment. Certaines personnes décrivent un paysage urbain figé dans la pénombre, d'autres un simple couloir d'hôtel infini, ou un palier recouvert de brume. Ce lieu est la porte. Il ne faut pas y sortir, affirment les règles. Car une fois passé le seuil, le monde auquel on appartient ne nous reconnaît plus. Certains y sont restés. D'autres sont revenus, mais changés. De nombreux témoignages anonymes sur des forums coréens et japonais relatent des cas où des joueurs du rituel ont disparu pendant plusieurs heures ou jours, avant de réapparaître dans l'ascenseur, confus, avec des souvenirs incohérents ou contradictoires. Un cas bien documenté parle d'une étudiante retrouvée au 7e étage d'un immeuble vide, recroquevillée, murmurant qu'elle avait vu la ville sans lumière et que les ombres l'avaient suivie jusqu'à la porte. D'autres racontent que, même après être revenus, ils rêvent régulièrement du 14e étage, entendent des coups dans leur ascenseur personnel ou voient, dans les reflets des portes métalliques, des visages qui ne sont pas les leurs. Certains prétendent que le rituel ouvre un lien permanent entre les deux mondes, une faille impossible à refermer. Dans les hôtels et immeubles d'Asie, de plus en plus d'ascenseurs suppriment volontairement le bouton du 14e étage, le remplaçant par un 13 ou 15, non pas à cause de la superstition occidentale liée au chiffre 13, mais pour éviter que certains tentent le rituel. Les gardiens de nuit dans certains bâtiments refusent de s'approcher des ascenseurs après minuit. En Irlande, les collines verdoyantes sont plus que de simples paysages bucoliques, elles sont vivantes de mythes. Partout dans le pays, on trouve des monticules isolés appelés Ferrymound, réputés être les demeures des Aossi, les anciens esprits féeriques, ni bons ni mauvais, simplement autres. Parmi ces monticules, aucun n'est plus redouté que celui d'Elphin Knoll, dans le comté de Meath. Selon les traditions celtiques locales, Elphin Knoll n'est pas qu'un tertre parmi tant d'autres. Il abrite une porte invisible, la porte d'Elphin Knoll, qui ne peut être vue qu'à certaines périodes de l'année, ou par certaines personnes. Les druides d'autrefois disaient qu'elle s'ouvrait à sa main, le 31 octobre, quand les frontières entre les mondes s'effacent, ou à Beltane, le 1er mai, lorsque la vie et la mort s'entrelacent. La porte est décrite comme un arc de brume flottant à quelques centimètres du sol, formé de lumière pâle et de givre suspendu, au fond d'un petit tunnel naturel creusé sous la colline. Elle ne semble pas connectée à l'espace physique de la colline, les rares témoins affirment qu'en l'approchant, les sons changent, les couleurs se désaturent, et le temps semble ralentir. Les contes irlandais sont pleins d'avertissements, entrer par cette porte, c'est risquer de ne jamais revenir, ou revenir des siècles plus tard, après ce qui semble avoir été quelques heures.
Certains parlent d'êtres faits de brume, de rires d'enfants dans des langues oubliées, de banquets féeriques où l'on vous supplie de manger, ce qu'il ne faut jamais faire. Une légende célèbre raconte l'histoire de Maëve Nyrien, une jeune femme du XVIIIe siècle, vue pour la dernière fois marchant vers Elphin Knoll avec un air absent, suivant une musique inaudible. Elle disparut pendant plus de 200 ans. En 1991, une femme fut retrouvée nue et désorientée près du monticule, affirmant être Maëve. Son ADN correspondait étonnamment à une lignée familiale disparue depuis l'époque. Son corps n'avait pas vieilli. Son esprit, lui, était brisé. Des scientifiques, intrigués par la légende, ont exploré le site à l'aide de capteurs et d'appareils de détection de champs électromagnétiques. Ils ont relevé des fluctuations inexplicables au sol, ainsi que des sons à très basse fréquence enregistrés par des microphones souterrains, semblables à des battements ou des chants monocordes. Rien de concluant, mais rien d'explicable non plus. Les habitants du coin refusent toujours de construire sur ou près de la colline. Les routes évitent soigneusement la zone, et même les troupeaux semblent instinctivement l'éviter. Il n'y a pas de clôture. Pas besoin. Les locaux savent que l'on ne s'approche pas de cette terre sans invitation. Elphin Knoll reste, pour les Irlandais, l'un des derniers seuils ouverts vers le monde féerique, un royaume ancien, indépendant de nos lois naturelles. Une porte pour ceux qui veulent voir, mais qui risquent de ne jamais revenir avec leurs yeux d'origine. Situé à San José, en Californie, le manoir Winchester est l'un des bâtiments les plus étranges des États-Unis. Construit sur plus de 3 décennies par Sarah Winchester, héritière de la fortune de la célèbre entreprise d'armes à feu, le manoir est un labyrinthe architectural, escaliers qui ne mènent nulle part, portes ouvrant sur des murs, fenêtres donnant sur des pièces intérieures. Et au cœur de ce dédale se trouve une porte bien particulière, la porte maudite. Appelée ainsi par les historiens et les guides, cette porte est située dans une petite pièce du 3e étage. Elle ne mène à rien, si on l'ouvre, elle donne directement sur le vide, sur une chute de plusieurs mètres dans le jardin en contrebas. Mais ce qui la distingue des autres portes absurdes du manoir, c'est son origine, et les événements qui lui sont associés. Contrairement à d'autres éléments délibérément conçus pour détourner les esprits, cette porte ne figure sur aucun des plans originaux. Elle semble avoir été ajoutée au cours d'une nuit, sans que les ouvriers n'en aient été témoins. Lorsque Sarah Winchester découvrit la porte, ou lorsqu'elle décida de ne plus l'approcher, elle fit verrouiller la pièce à double tour, et des pentacles furent gravés dans le bois intérieur de la porte. Des rumeurs internes affirment qu'une apparition fut vue pour la première fois près de cette porte, un homme sans visage, vêtu de noir, debout juste de l'autre côté, visible à travers la mince fente du bois fendu. Après son apparition, les ouvriers affectés à cet étage refusèrent de continuer les travaux. Un charpentier perdit l'usage de la parole pendant plusieurs semaines. Des documents du journal personnel de Sarah Winchester, très fragmentaires, mentionnent une ouverture qu'il utilise et un point d'entrée que je n'ai pas voulu créer. Il semble qu'elle ait cru que cette porte n'était pas simplement un passage physique, mais un véritable portail utilisé par les esprits des victimes des fusils Winchester pour s'introduire dans la maison. Avec le temps, la pièce entière fut murée. Mais au fil des décennies, le mur se détériora. Dans les années 1980, lors de travaux de rénovation, des ouvriers le démolirent sans savoir ce qu'il dévoilait. La porte fut retrouvée, intacte, fermée, et chaude au toucher, malgré l'absence de toute source de chaleur. Une odeur métallique se répandit dans la pièce. Une des restauratrices présentes ce jour-là sombra dans une transe de plusieurs minutes, marmonnant des phrases en vieil anglais, bien qu'elle ne le parlât pas. Depuis, la porte n'a plus jamais été ouverte. Elle est gardée par une vitre, dans une zone interdite au public, bien que visible lors des visites guidées avancées. Les guides touristiques ne donnent que peu d'informations, souvent avec un sourire gêné, comme s'ils suivaient une consigne. Des visiteurs sensibles, médiums ou intuitifs, décrivent une présence pesante et consciente derrière cette porte. Certains affirment même que la porte s'aligne parfaitement avec les lignes telluriques de la région, ce qui expliquerait pourquoi elle aurait pu devenir, accidentellement, un portail spirituel actif. Aujourd'hui encore, la porte maudite demeure fermée mais jamais vraiment silencieuse.
Ceux qui l'approchent ressentent un souffle glacé, des frissons sans raison. Certains entendent des chuchotements. Et une caméra thermique installée un jour pour une émission paranormale a détecté, brièvement, une silhouette humaine de l'autre côté, suspendue dans le vide. Sous les rues romantiques de Paris s'étend un autre monde, invisible à la surface, un réseau tentaculaire de catacombes, de tunnels oubliés, de carrières effondrées et de passages secrets. Ce labyrinthe souterrain, vestige de siècles d'histoire, abrite plus que les ossements de 6 millions de Parisiens. Selon certains explorateurs urbains, ou cataphiles, il renferme aussi une porte interdite, que l'on surnomme simplement la porte. Cette porte ne figure sur aucune carte officielle. Elle serait située dans une zone interdite des anciennes carrières, à environ 20 mètres sous le 14e arrondissement, au-delà d'un mur marqué d'un symbole étrange, un cercle traversé d'une croix inversée, gravée directement dans la pierre. Les quelques rares personnes affirmant l'avoir vu disent que l'on y accède en rampant dans un couloir effondré, sous une ancienne voie désaffectée. La porte en elle-même est en fer forgé noir, rouillée mais intacte. Elle n'a aucune poignée visible, ni serrure. Elle est encastrée dans un mur de pierre différent du reste de l'environnement, comme si elle avait été ajoutée bien après la construction du reste des tunnels. Elle est parfois décrite comme palpitante au toucher, presque vivante. Selon la rumeur parmi les cataphiles, cette porte aurait été découverte accidentellement dans les années 1980, lors d'une exploration non autorisée. Le petit groupe qui l'aurait trouvée raconte qu'en s'approchant, le silence devint total. Plus aucun son ne circulait. Même leur voix semblait absorbée par les murs. L'un des membres aurait eu des convulsions en effleurant la porte, tandis qu'un autre affirmait entendre des cris étouffés venant de derrière, comme si une foule lointaine hurlait dans un liquide. Depuis, plusieurs tentatives de retrouver l'endroit ont échoué. Des tunnels entiers ont été effondrés par les autorités pour des raisons de sécurité, mais les plus superstitieux pensent que ces effondrements visaient surtout à protéger ce passage. Les légendes abondent, certains disent que la porte est un reste d'un ancien rituel alchimique, pratiqué par des sociétés secrètes parisiennes au XVIIIe siècle, pour ouvrir un passage vers une chambre intérieure de l'âme, ou même vers une autre dimension. D'autres prétendent qu'il s'agit d'un vestige romain, ou d'un portail païen vers l'outre-monde, que les moines chrétiens auraient tenté de sceller à jamais. Un cataphile, ayant disparu pendant 3 jours avant d'être retrouvé désorienté et déshydraté dans un secteur éloigné, affirma dans son délire que la porte s'était ouverte comme un œil, et qu'il avait vu des gens marcher à l'envers, sans visage, dans un couloir baigné d'une lumière bleue vibrante. Plus récemment, une caméra retrouvée par un explorateur indépendant contenait une seule séquence vidéo. On y voit un tunnel faiblement éclairé, une silhouette devant la porte, et un cri, suivi d'une image instable, puis plus rien. La bande est aujourd'hui inaccessible, le fichier ne peut plus être lu, comme si corrompu à un niveau structurel. Les autorités françaises nient toute connaissance de cette porte. Pourtant, une portion entière des catacombes avoisinantes a été murée béton en 2005, sans explication. Certains cataphiles affirment avoir vu, cette nuit-là, des hommes en combinaison entrer avec des caisses marquées de symboles hermétiques. La porte du souterrain de Paris reste aujourd'hui un mythe vivant, un secret à peine dissimulé. Pour ceux qui explorent, elle représente à la fois une ultime découverte et une menace insaisissable. Car si cette porte mène quelque part, il n'est pas certain que l'esprit humain puisse en revenir indemne. Popularisée par la nouvelle de Stephen King, puis par le film qui en a découlé, La chambre 1408 est souvent perçue comme une pure fiction. Pourtant, les bases de cette histoire reposent sur une combinaison de cas réels documentés dans plusieurs hôtels anciens à travers les États-Unis, et sur l'idée persistante qu'une porte peut être une faille, un point de rupture entre l'esprit humain et une autre réalité. Parmi ces lieux, l'un attire particulièrement l'attention, l'hôtel Dolphin, nom fictif donné par King, souvent associé à plusieurs grands hôtels new-yorkais et bostoniens du XIXe siècle, dont l'un, désormais fermé au public, est soupçonné d'avoir inspiré la légende. La chambre 1408 est, selon les archives internes dudit hôtel, la plus évitée, la moins utilisée, et la plus chargée en incidents inexpliqués. Des tentatives de modification de la numérotation pour la dissimuler ont été mises en place à plusieurs reprises.
Pourtant, la porte reste là, intacte, solide, faite d'un bois ancien surmonté d'un ailleton brisé et d'un jus à boucher de l'intérieur. Ce qui rend cette porte différente, c'est qu'elle n'est pas hostile d'apparence. Au contraire, elle est d'une banalité troublante. Pourtant, de nombreux employés d'entretien refusent même de passer devant. Plusieurs d'entre eux ont rapporté avoir vu l'ombre de quelqu'un debout de l'autre côté, bien que la chambre ait été vide. D'autres décrivent des chuchotements indistincts en passant à proximité, souvent accompagnés d'un malaise physique, nausées, bourdonnements dans les oreilles, sensation de suffocation. Les incidents liés à la chambre remontent à plus d'un siècle. Entre 1910 et 1950, pas moins de 12 décès y ont été recensés, souvent classés comme suicides. Mais les témoignages des survivants ou voisins évoquent des comportements étranges juste avant les drames, rires déformés, hallucinations auditives, accès de terreur sans cause identifiable. Plusieurs clients se sont plaints de changements dans la disposition de la pièce, objets déplacés, dimensions altérées, reflets qui ne correspondaient pas à la réalité. L'un des récits les plus troublants est celui d'un journaliste indépendant, venu en 1977 pour écrire un article sur les lieux hantés de New York. Il insista pour passer la nuit dans la chambre 1408, seul, malgré les avertissements. Le lendemain matin, on le retrouva nu, recroquevillé dans un coin de la pièce, griffé au visage, hurlant qu'il avait vu son propre cadavre se balancer du plafond. Il ne reprit jamais ses activités professionnelles. Des tentatives ont été faites pour désactiver ou purifier la chambre. Aucun exorcisme ou rituel n'a permis de normaliser les événements. Lorsque la porte est restée scellée pendant une décennie entière, les phénomènes se seraient déplacés temporairement vers la chambre voisine, comme si l'énergie n'était pas contenue dans la pièce, mais liée à la porte elle-même. Aujourd'hui, l'aile où se trouve la chambre est fermée au public. La porte a été scellée par des plaques de métal rivetées. Pourtant, des touristes affirment toujours, en longeant le couloir désert, ressentir un appel irrationnel vers la porte. Comme si quelque chose à l'intérieur essayait de se souvenir de leur nom. Dans la ville de Trondheim, au cœur de la Norvège, se dresse la majestueuse cathédrale de Nidaros, édifiée au XIe siècle sur la tombe de saint Olaf, roi devenu saint et martyr. Avec ses vitraux gothiques, ses sculptures anciennes et son air d'éternité, Nidaros est un haut lieu du christianisme nordique, mais aussi un point de convergence pour les mystères médiévaux. Et parmi eux, le plus énigmatique demeure la porte interdite, scellée dans les cryptes inférieures. Cette porte, rarement mentionnée dans les guides officiels, est dissimulée derrière un ancien autel en pierre, accessible uniquement par un escalier secondaire réservé aux clercs et aux archéologues. Elle est faite de fer forgé noirci, gravé de symboles non chrétiens spirales, runes inversées, et un motif central représentant un arbre sans feuilles aux racines en flammes. Elle ne porte aucune serrure visible, et ne semble ni s'ouvrir, ni bouger. Pourtant, elle est chauffée de l'intérieur, comme si une source thermique était présente derrière elle, malgré l'humidité glaciale des cryptes. Les archives de la cathédrale évoquent une chambre scellée par volonté divine, bâtie par les premiers évêques sur les ruines d'un ancien temple païen dédié à elle, la déesse nordique des morts. Les documents du XIIe siècle parlent d'un endroit où le voile est mince, un lieu que même les prêtres évitaient, car les morts y parlaient encore. Des légendes racontent que, pendant les rituels funéraires du Moyen Âge, certains corps exposés dans les cryptes furent retrouvés déplacés au matin, leurs visages figés dans une expression de terreur. Des témoins affirmaient entendre, la nuit, des prières murmurées en vieux norrois, venant de l'arrière de la porte, bien que personne n'y ait accès depuis des siècles. Les autorités ecclésiastiques modernes ont tenté de balayer ces récits comme des mythes folkloriques. Pourtant, en 1987, une équipe d'historiens eut l'autorisation d'examiner la zone pour des relevés architecturaux. 2 membres du groupe refusèrent de descendre dans la crypte après avoir passé quelques minutes devant la porte. Ils décrivirent une pression dans le crâne, une sensation de vide dans la poitrine, et l'impression qu'un regard massif pesait sur eux depuis l'autre côté. Plus troublant encore, des experts en iconographie ont observé que les motifs gravés sur la porte ressemblent étrangement à ceux retrouvés dans des temples sumériens, à des milliers de kilomètres de là, comme si un savoir ancien, antérieur même aux traditions nordiques, avait été caché là.
La dernière tentative d'analyse, en 2006, a été interrompue lorsqu'un capteur de mouvement placé devant la porte enregistra, entre 3h04 et 3h06 du matin, 7 déplacements successifs, bien qu'aucune personne n'ait été présente dans la crypte et que l'accès ait été scellé par plusieurs verrous. Érigée au VIe siècle avant notre ère par le roi Nabuchodonosor II, la porte d'Ishtar est l'un des vestiges les plus emblématiques de l'ancienne Babylone, en Mésopotamie. Construite en briques d'un bleu profond et décorée de représentations de lions, de taureaux et de dragons, elle fut dédiée à la déesse Ishtar, souveraine de la guerre, de l'amour et des mondes invisibles. Officiellement, la porte était une entrée monumentale dans la ville, un symbole de grandeur. Mais selon certains textes babyloniens apocryphes, rarement traduits, elle aurait aussi eu une fonction rituelle cachée, celle de séparer le monde des hommes de celui des dieux et des démons. Et ce qui était franchi en traversant la porte n'était pas qu'une enceinte physique, mais un seuil spirituel. Des fragments d'inscriptions retrouvés dans les ruines de Babylone font allusion à une clé vocale, un ensemble de sons sacrés chantés par les prêtres au moment des grandes processions. Ces invocations, adressées à Ishtar et aux gardiens invisibles de la cité céleste, étaient censées ouvrir une seconde porte, intangible à l'œil, mais réelle pour l'âme. Selon certaines traditions ésotériques mésopotamiennes, il existait plusieurs niveaux superposés dans Babylone, le niveau visible de la ville, le niveau souterrain des morts, et un niveau miroir, une Babylone invisible qui coexiste avec la réalité, accessible uniquement par des rituels oubliés. La porte d'Ishtar serait l'un des seuls accès survivants vers ce plan parallèle. Des textes anciens évoquent que des individus choisis, prophètes, médiums, prêtres ou fous, traversaient parfois la porte durant certains rituels, disparaissant pour de longues périodes avant de réapparaître changés, souvent hantés, tenant des propos incohérents sur des cités faites d'or brûlé, des anges au visage couvert et des étoiles qui chantaient les noms des hommes. Plus troublant encore, lorsque la partie supérieure de la porte fut transportée au début du XXe siècle à Berlin, au musée de Pergame, des incidents étranges furent rapportés par le personnel, objets déplacés sans raison, crises de somnambulisme chez les gardiens de nuit, rêves partagés de déserts infinis et de villes en flammes. Certains chercheurs contemporains affirment que le déplacement de la porte aurait rompu un équilibre, ou ouvert temporairement un passage vers l'invisible dans la capitale allemande. Des visiteurs du musée rapportent encore aujourd'hui un malaise sourd en se tenant devant la structure. Certains affirment y entendre, très faiblement, des sons rythmiques, comme une ancienne psalmodie. D'autres voient des distorsions étranges dans les reflets du sol, comme si la lumière elle-même vacillait. Les théories modernes les plus extrêmes évoquent que la porte d'Ishtar serait un artefact énergétique, une technologie rituelle mésopotamienne permettant la manipulation des perceptions, voire des couches de réalité. Elle serait l'une des dernières preuves que les anciens Babyloniens n'adoraient pas simplement des dieux, mais communiquaient réellement avec quelque chose d'ailleurs. Aujourd'hui, la porte d'Ishtar repose silencieuse dans son musée, loin du désert où elle fut née. Mais pour ceux qui savent regarder au-delà de la matière, elle reste une porte endormie, attendant d'être activée, non pas par une main, mais par une intention ancienne. Au cœur des Carpates, dans les montagnes mystérieuses de Bucégie, en Roumanie, se dresse une formation rocheuse naturelle connue sous le nom de la Sphinx de Bucégie. Cette étrange structure, sculptée par les éléments, ressemble curieusement à un visage humain gigantesque, tourné vers le ciel. Longtemps considérée comme un simple phénomène géologique, elle est aujourd'hui au centre d'un mythe fascinant et controversé, celui de la porte des étoiles. Selon plusieurs récits ésotériques roumains et sources pseudo-scientifiques, le mont Bucégie cacherait un immense réseau souterrain, accessible uniquement par une porte cachée, dissimulée dans une faille au pied du Sphinx. Cette porte ne serait pas une entrée physique classique, mais une structure technologique ancienne, possiblement d'origine non humaine, capable de réagir à des fréquences vibratoires spécifiques, notamment celles produites par l'ADN humain. Tout explose en 2003, lorsqu'un ancien rapport classifié aurait fuité sur les forums conspirationnistes. Il évoquait une collaboration secrète entre les services secrets roumains et le Pentagone, à la suite de la découverte d'une chambre gigantesque sous le mont, protégée par un champ électromagnétique impénétrable. Lorsqu'un officier haut placé aurait été autorisé à s'en approcher, le champ se serait désactivé brièvement, laissant entrevoir une salle circulaire aux murs couverts de symboles lumineux,
dans laquelle flottaient des hologrammes représentant des systèmes stellaires. Ce lieu aurait été désigné comme une porte des étoiles, un ancien dispositif permettant la connexion instantanée à d'autres points de la galaxie ou du multivers. Une salle contenant une sorte de bibliothèque énergétique universelle, avec des informations sur l'humanité, d'autres espèces, et les origines réelles de la civilisation terrestre. Les autorités roumaines nient officiellement tout cela. Mais depuis les années 2000, l'accès au sommet du mont Bucégy est fortement restreint, malgré son attrait touristique. Des randonneurs affirment avoir été repoussés par des hommes en uniforme non identifiés, parfois avant même d'avoir atteint les zones interdites. D'autres ont signalé des phénomènes étranges, vertiges soudains, visions éphémères de lumière flottant dans l'air, ou impression de double présence, comme si quelqu'un marchait à côté d'eux, sans être visible. Certains chercheurs indépendants en géométrie sacrée affirment que le site s'aligne parfaitement avec d'autres lieux sacrés du monde, tels que le Sphinx de Gizeh, le Machu Picchu ou l'île de Pâques, formant un réseau d'énergie planétaire. Ils suggèrent que la porte des étoiles est une balise oubliée, une borne de communication ancienne laissée par une intelligence disparue, ou en sommeil. Des témoignages plus récents parlent aussi de rêves partagés par des personnes ayant médité au pied du Sphinx, visions d'êtres lumineux, de tunnels dorés s'étendant dans le cosmos, et d'un cercle d'observateurs muets se tenant autour d'un disque vibrant. Mythe moderne ? Manipulation de masse ? Véritable découverte étouffée ? Personne ne le sait. Mais une chose est certaine, les montagnes de Bucégy semblent cacher davantage que de la roche et du vent. Dans un petit jardin paisible de Rome, le parc de la Piazza Vittorio, se dresse une structure énigmatique, la porte alchimique, aussi connue sous le nom de Porta Magica. Unique vestige d'une villa disparue du XVIIe siècle, cette porte solitaire, encadrée de 2 statues égyptiennes silencieuses, est couverte de symboles hermétiques, d'inscriptions en latin, en hébreu et en grec ancien. Elle n'ouvre sur rien. Et pourtant, elle fut longtemps considérée comme un seuil vers la connaissance interdite, ou vers un autre monde. La porte fut commandée par le marquis Massimiliano Palombara, noble romain passionné d'alchimie, d'occultisme et de sciences interdites. Il appartenait à un cercle d'érudits ésotériques qui se réunissaient dans sa villa pour tenter de découvrir la pierre philosophale, non pas seulement une substance, mais une clé spirituelle capable de transcender la matière. La légende commence en 1680, lorsqu'un étranger mystérieux, vêtu de noir et parlant un dialecte inconnu, aurait été accueilli par Palombara. Cet homme, après avoir passé la nuit à expérimenter dans le jardin alchimique, aurait disparu sans laisser de traces, ne laissant derrière lui que des formules gravées dans le sol, formules que Palombara aurait fait reproduire sur la porte elle-même. Ce portail est particulier, il ne s'ouvre pas physiquement. Il semble avoir été conçu pour une fonction rituelle ou symbolique, non pas pour accéder à un lieu, mais à un état d'être. Pourtant, des récits anciens affirment que, lors de certaines nuits, particulièrement durant l'équinoxe de printemps ou à minuit pendant la pleine lune, la pierre de la porte devient chaude au toucher, et les symboles semblent émettre une faible lueur dorée. Des alchimistes du XVIIIe siècle, fascinés par les inscriptions, affirmaient qu'elles renfermaient la clé d'un portail vibratoire, et non matériel, qui pouvait être activé par la conscience éveillée de l'initié. La porte serait ainsi un miroir alchimique, qui, si traversé dans le bon état d'esprit, transporterait l'âme ou la conscience vers d'autres plans, ou vers le sanctuaire caché du grand œuvre. Plus troublant encore, certains prétendent que la porte alchimique correspond à un alignement secret, une ligne énergétique passant par le Panthéon, le Vatican et certaines églises construites sur d'anciens temples païens. Elle formerait un point de confluence entre différents réseaux énergétiques souterrains. Des témoignages contemporains, bien que rares et marginaux, évoquent des visions fugaces lorsqu'on se tient devant la porte les yeux fermés, des géométries changeantes, des figures encapuchonnées, ou des symboles qui s'inscrivent brièvement sur les paupières closes. Certains affirment même avoir vécu, durant quelques secondes, un déplacement de perception, comme s'ils flottaient en dehors de leur corps. L'Église a toujours gardé ses distances avec ce monument. Elle ne l'a jamais détruit, mais elle ne l'a jamais sanctifié non plus. Une neutralité prudente, comme si l'on préférait laisser dormir ce qui n'est pas tout à fait mort. Aujourd'hui, la porte alchimique est accessible au public, visible derrière des grilles.
Mais peu de gens savent ce qu'ils regardent. Et encore moins comprennent qu'il ne s'agit peut-être pas d'un vestige historique, mais d'un dispositif encore actif, destiné à ceux qui cherchent au-delà de la matière. La porte du miroir de Droste n'est pas un artefact architectural ni un vestige ancien, c'est un phénomène, un concept, et peut-être une technologie mentale ou dimensionnelle. Elle tire son nom de l'effet Droste, un principe visuel où une image contient une copie d'elle-même, à l'infini. Un miroir dans un miroir. Une boucle. Un vertige. La première mention occulte de cette porte remonte à la fin du XIXe siècle dans un carnet non publié d'Eliphas Lévy, occultiste français influent, qui décrit des visions de couloirs d'argent où chaque reflet engendre un double. Il y fait allusion à une méthode méditative impliquant deux miroirs face à face, formant un tunnel lumineux, utilisé dans des rituels d'invocation. L'idée était simple, forcer l'esprit à percevoir ce que l'œil ne peut supporter. La légende de la porte de Droste prend forme lorsque des expérimentateurs isolés, entre la fin des années 1800 et le début du XXe siècle, commencent à signaler des anomalies étranges lors de séances prolongées d'observation entre deux miroirs. Des phénomènes récurrents sont rapportés. Ombre figée apparaissant au fond du tunnel. Reflets différés, comme si le reflet agissait avec un temps de retard. Disparition de son propre reflet, remplacé par une silhouette inconnue. Changement de décor, le reflet du fond montrant une pièce différente de celle où l'observateur se trouve réellement. Ce que certains appelaient un simple artefact visuel devint, pour d'autres, une structure de passage. Des occultistes modernes ont surnommé ce phénomène la porte du miroir de Droste, un accès vers un espace fractal autonome, un monde situé entre les plans, où les lois de la perception humaine cessent d'être fiables. Selon ces traditions, la porte ne s'ouvre qu'à ceux qui y projetteraient leur conscience en état de dissociation contrôlée. Il ne s'agit pas d'un voyage physique, mais mental, souvent déclenché par des états méditatifs extrêmes ou par des substances psychotropes. Dans cet espace, le tunnel de miroir devient infini, et chaque reflet contient une version divergente du voyageur, d'autres décisions, d'autres vies, d'autres formes. Des récits contemporains font état de personnes ayant tenté l'expérience et étant revenues mentalement altérées, incapables de se reconnaître dans un miroir, souffrant de troubles d'identité réfléchis, affirmant que ce n'était plus leur reflet qu'ils voyaient chaque matin. Plus sinistre encore, certaines versions avancent que l'espace au fond du miroir Droste n'est pas vide, mais habité. Non pas par des entités classiques, démons, esprits, fées, mais par des copies imparfaites, des échos corrompus de soi-même, ou de soi dans d'autres conditions. Et que si l'on regarde trop longtemps, on attire leur attention. Dans certains cas extrêmes, des individus affirment que le reflet a cessé de les imiter, et les a attendus, jusqu'à prendre leur place. Les miroirs sont aujourd'hui omniprésents. Et la porte du miroir de Droste peut, théoriquement, être recréée n'importe où, deux miroirs face à face, un observateur, de la patience, et la bonne vibration. Certains avertissent qu'il faut toujours briser un des deux miroirs après l'expérience, pour fermer le tunnel. Mais si vous oubliez de le faire, il se peut que votre dernier reflet soit encore en train de vous observer. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.